salam tout le monde. Si on ne part pas du principe évident que le darwinisme est une doctrine satanique, on n'arrivera pas à comprendre l'acharnement diabolique des darwinistes à vouloir éradiquer la religion. Le darwinisme luciférien est une des armes utilisées par les satanistes francs-maçons. Le darwinisme est utilisé pour manipuler un public déjà abruti par les mensonges des sciences frauduleuses, telle la supercherie de la théorie du globe, ou l'aventure spatiale imaginaire de la NASA. Le but espéré par les satanistes, c'est d'enraciner l'athéisme au plus profond de l'être humain, afin d'éradiquer la croyance en Dieu. Et si on ajoute l'effet dévastateur des médias mensonges, contrôlés, eux aussi par les satanistes, on peut avancer avec évidence que le monde est contrôlé par la horde luciférienne, qu'on appelle les francs-maçons, fidèles esclaves de Satan. Maintenant, regardez comment des scientifiques, compétents, honnêtes et titularisés, se font virer de leur travail, pour avoir osé mettre en doute le darwinisme luciférien. Mesdames et messieurs, bienvenue. La bataille de l'évolution n'est qu'une petite partie au sein d'une plus grande guerre. La science n'a que faire de l'hypothèse d'un Dieu. Ça nous apporte quoi le dessin intelligent? Rien. Nous ne pouvons accepter le dessin intelligent comme alternative de théorie scientifique. Ils n'accepteront jamais que notre argument est meilleur. Ils nous importunent et nous font perdre notre temps. Aujourd'hui, Ben va nous parler d'un sujet qui est devenu des plus importants pour lui ces dernières années. Ben a toujours été un ardent défenseur de la science. Ces dernières années, il a remarqué une tendance alarmante dans l'établissement scientifique qui pourrait avoir de graves conséquences pour tous les Américains. Sans plus attendre, je vous le présente et vous demande de l'applaudir chaleureusement.
Voici Monsieur Bernstein. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. La liberté, c'est l'essence de l'Amérique. Nous chérissons la liberté d'expression, la liberté de réunion, liberté de la peur, et la liberté de la religion. Martin Luther avait dit, l'Amérique est essentiellement un rêve. Et il ajoute, que c'était un rêve de liberté et d'égalité. Et la liberté, c'est le chemin de l'égalité. Et l'Amérique ne serait tout simplement pas ce qu'elle est, sans la liberté. À chaque tournant de l'histoire, les décisions concernaient toujours la liberté. La liberté est ce qui rend notre pays si grand. La liberté nous a permis de créer, d'explorer, de surpasser n'importe quel défi en tant que nation. Mais imaginez qu'on nous prive de cette liberté. Ce serait comment? Qu'est-ce qu'on perdrait? Eh bien, malheureusement, je n'ai plus besoin d'imaginer. C'est en train de se passer. Nous sommes en train de perdre notre liberté. Nous avons perdu l'un des secteurs clés de notre société, la science. J'ai toujours pensé que la science permettait de poser n'importe quelle question, de faire n'importe quelle enquête, sans avoir peur d'être jugé. Mais récemment, j'ai été alarmé de découvrir que ce n'était pas le cas. Tout a commencé lorsque j'ai rencontré le biologiste évolutionniste Richard Sternberg à Washington, D.C. Sa vie a quasiment été ruinée dès qu'il a dévié de la ligne droite dans son boulot d'éditeur dans un journal scientifique affilié avec le prestigieux Musée national d'histoire naturelle de l'Institut Smithsonian. Votre bureau était là? Oui, c'est là. C'est à l'ouest du musée, juste devant nous. Alors maintenant vous n'y êtes plus? Parce que vous êtes un vilain garçon? Non, je n'y suis plus. J'ai été exilé. Vous êtes un méchant garçon, pour avoir mis en cause le pouvoir. Quel est donc le crime commis par le docteur Sternberg? Il a publié un article écrit par le docteur Stephen Meyer, l'une des figures de proue du mouvement du dessin intelligent. L'article a déclenché un incendie de controverse. L'article suggère en gros qu'un dessin intelligent pourrait expliquer l'origine de la vie. Résultat, le docteur Sternberg a perdu son bureau. Une enquête a été déclenchée sur ses croyances religieuses et ses tendances politiques. Il a été ensuite mis sous pression et poussé à démissionner de son poste. Le questionnement du darwinisme était un point qui allait loin pour certains. La simple mention d'un dessin intelligent, qui n'est d'ailleurs évoqué qu'à la fin du papier, a fait un grand bruit. Et je pense que les partisans du dessin intelligent ont soulevé un nombre de questions vraiment importantes. Et vous vouliez que ces questions soient évoquées et discutées? Oui, et qu'elles soient mises sur la table. Les darwinistes sont entrés dans une rage folle à cause de ça. La rage défigurait leur visage. On voyait clairement leur physique se déformer par une réaction émotionnelle terrible. Ils disaient que le docteur Stephen Meyer était un chrétien notoire, et qu'il était partisan du dessin intelligent, et qu'il appartient au parti républicain. C'était un conglomérat de religion, de politique et sociologie. La façon dont le recteur du département a présenté la chose, c'est que j'étais vu comme un terroriste intellectuel. Un terroriste? Oui, parce que sortir le sujet du dessin intelligent est suffisant pour faire chuter votre crédibilité. Renvoyé. Ce qui est arrivé au docteur Sternberg est terrible. Mais était-ce un cas isolé? C'est sûr que non. J'étais donc assez sceptique, tout naturellement. Je suis donc allé vérifier à la tête de la Société des sceptiques, Michael Shermer. Je ne peux donc pas prouver si Dieu existe, ou Yahvé, dans votre cas. Comme je ne peux pas prouver qu'il n'y a pas d'Isis, d'Apollon, de Brahma, de Ganesha, de Mishora, ou un quelconque Dieu. Réfléchissez à ça, pourquoi les extraterrestres ressemblent à ça? Ce sont des bipèdes. Le scepticisme n'est pas une position que vous prenez. C'est juste une méthode d'approche. Celui-là, qui a pour titre « Aux confins de l'univers ». Ah, quand la science rencontre le non-sens. Est-ce que le dessin intelligent est un non-sens? Eh bien, ce n'est pas prouvé. Donc, dans un sens, c'est du non-sens.
Tout le monde devrait être autorisé à pouvoir parler et publier sur le sujet. Ils sont libres de publier ou d'être écoutés publiquement, comme de faire des conférences, comme tout le monde le fait. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si quelqu'un publie quelque chose et déclare qu'il est en faveur du dessin intelligent? Eh bien, sa personne est soumise alors à une enquête au peigne fin. Et quoi qu'il n'ait rien à se reprocher, il perd quand même son job. Je pense que dans cette situation particulière, il y a quelque chose d'autre pour lequel il a été renvoyé. Quoi par exemple? Je n'en sais rien. Je pense qu'il y a autre chose. Mais si vous retroussez les manches, vous allez au boulot pour vous décarcasser, et qu'ils vous disent, vous serez viré, si vous mentionnez les mots, dessin intelligent. Qu'est-ce qui se passe? Je ne pense pas que ça se passe de cette façon. Université de George Mason. Avec ses 50 ans d'histoire, notre mission est toujours claire. Préparer un public divers en étudiant, à penser et à grandir. Dans un climat radieux de liberté académique. Le docteur Caroline Crocker, dont la carrière universitaire était prometteuse, a vu sa vie ruinée subitement. Et cela, pour avoir seulement prononcé les mots « dessin intelligent » dans sa classe, en cours de biologie cellulaire. Mon superviseur m'a invité dans son bureau. Il a dit, je vais devoir vous discipliner pour avoir enseigné le créationnisme. J'ai dit que j'avais juste mentionné le dessin intelligent sur quelques diapos, mais je n'ai pas enseigné le créationnisme. Quoi qu'il en soit, vous devez être discipliné. Et à la fin du semestre en cours, j'ai perdu mon boulot. Cette prof appréciée, en plus d'avoir perdu son job, s'est vue alignée sur une liste noire. Ainsi, elle ne pourra plus jamais exercer son métier nulle part. Partout où je postulais un emploi, je suis rejeté, et généralement sur place. Depuis que ceci est arrivé, et du fait que mon nom apparaît sur Google, quand j'envoie mon CV, j'obtiens un rendez-vous. J'en ai même obtenu beaucoup. Malheureusement, je n'arrive pas à décrocher un emploi. Je ne leur parle pas de mon péché scientifique. J'ai juste essayé d'enseigner ce pourquoi l'université est faite. C'est-à-dire la liberté académique. Renvoyé. Il n'y a rien à apprendre en neurochirurgie, sur lesquels nous travaillons, si vous partez d'une origine accidentelle concernant le cerveau. Il n'y a pas que les biologistes qui subissent les rafles des darwinistes. Le neurochirurgien, Michael Egnor, avait écrit dans un essai, à l'attention des étudiants des écoles supérieures, qu'il n'était pas nécessaire pour les futurs médecins, d'apprendre l'évolutionnisme. Les darwinistes ont aussitôt, vite réagi pour exterminer cette nouvelle menace. Beaucoup de gens, sur beaucoup de blogs, m'ont écrit des mots vulgaires. Il y a eu beaucoup de commentaires très méchants. D'autres personnes ont suggéré qu'on appelle l'université où je travaillais, pour demander si on ne pouvait pas me mettre à la retraite. Quand j'ai rendu public mes doutes sur la théorie darwinienne, j'ai réalisé qu'on ne peut pas émettre de critiques sur l'évolution. Ce qui m'a vraiment abasourdi, c'est le côté vicieux de cette sorte de bassesse. Renvoyé. Je suis comme qui dirait, un vieux de la vieille. Je suis titularisé. Et je suis académiquement correct. Mais ce qui arrive aux gens, en ce moment en Amérique, à cause de ce goulag scientifique, est terrible. Apparemment, le professeur Mark n'était pas aussi à l'abri qu'il le pensait. Après cet entretien, et quelques mois plus tard, l'université de Baylor a fermé son site web de recherche. Dès qu'ils ont découvert un lien entre son travail et le dessin intelligent. Afin de récolter des fonds, vous devez vous soumettre à la pensée unique. Donc vous vous définissez comme laboratoire, groupe, des trucs comme ça, pour gagner leur considération. Dans toute mon expérience universitaire, je ne suis jamais allé voir un supérieur pour demander quelque permission que ce soit, pour créer un quelconque labo. Donc, le fait qu'une seule personne prenne la décision pour fermer le site, m'a sidéré. Je n'en reviens pas. On ne m'a jamais traité de la sorte. En 30 ans à l'université. Ferme ta gueule. Sale bête. Je pense qu'il n'y a aucun doute sur la cause de tout ça. C'est le travail que je faisais sur ce qu'on pourrait appeler le dessin intelligent. Renvoyé. Le darwinisme est un sujet très sensible pour les gens. Si vous prononcez les mots « dessin intelligent » dans une pièce, vous créez une bagarre entre les universitaires.
Espèce de créationniste. L'astronome Guillermo González s'est retrouvé sous une salve de critiques par l'Université de l'État de l'Iowa, à cause de la publication de son livre, dans lequel il argumente que l'univers est l'œuvre d'une conception intelligente, et sa carrière brisée. En 2005, j'avais peur pour ma titularisation quand la pétition avait été lancée, parce que je voyais ça comme une stratégie des évolutionnistes et de leurs associés, qui empoisonnent l'atmosphère autour de moi sur le campus, car ils savaient que je n'étais pas encore titularisé, et que j'étais donc très vulnérable. Je sais que j'aurais obtenu ma titularisation si je n'avais pas fait de travail professionnel sur le dessin intelligent. Le Dr González a-t-il un conseil pour les scientifiques qui souhaiteraient suivre son exemple? Eh bien, s'ils veulent assurer leur carrière, ils doivent taire leurs idées sur le dessin intelligent. Renvoyé. Nous savons qu'il y a des moments et des endroits pour être silencieux, et d'autres pour faire du bruit si l'on veut. Pouvez-vous nous montrer? Bien sûr. Les garçons et les filles, faites voir au monsieur comment vous faites pour garder le silence. C'est la façon qu'il faut pour que vous appreniez à la fermer. À côté de ces scientifiques qui osent se montrer à la caméra, nous en avons rencontré bien plus, qui n'osent pas montrer leur visage, par peur de perdre leur emploi. Vous vous servez d'une perspective, du dessin intelligent pour faire aboutir vos recherches. Mais vous n'êtes pas autorisé à en parler en public. En fait, il y a vraiment un accord, pour ceux qui ne veulent pas prendre le risque de sortir des passages cloutés. Vous savez ce que vous devez gommer, et ce qu'il faut penser de telle ou telle chose. Par exemple, si j'écris « dessin intelligent », ils entendent « créationnisme » ou « droit religieux ». Ils entendent aussi « théocratie ». Le dessin intelligent a été supprimé de manière systématique et sans pitié. Mais d'un autre côté, nous ne voulons pas qu'on apprenne à nos enfants des mensonges. Il est temps de demander à l'établissement scientifique ce qu'il trouve de mauvais dans le dessin intelligent. Les gens du dessin intelligent ne sont pas d'authentiques scientifiques. Le dessin intelligent, c'est du tapage. C'est juste de la propagande. La seule chose intelligente là-dedans, c'est de l'avoir appelé comme ça. C'est vraiment très stupide. Tout le monde sait que l'éducation de la science en Amérique est effrayante. Mais ce dont on n'a pas besoin ces temps-ci, c'est du dessin intelligent dans les salles de cours. Présenter le dessin intelligent, c'est freiner le développement éducatif. Mais j'aimerais savoir comment tous ces animaux ont pu coloniser la Terre des millions d'années avant l'homme, alors que la Bible dit que la Terre a été créée en seulement 6 jours. Ce n'est pas seulement l'enjeu éducatif du dessin intelligent qui concerne les scientifiques. Beaucoup suspectent que le mouvement cacherait un agenda beaucoup plus large. Le dessin intelligent est un panel d'excuses pour forcer le retour du créationnisme dans les salles de classe. Si vous autorisez le dessin intelligent dans les classes aujourd'hui, demain on aura des classes de prière. Une nation soumise à Dieu. Y a-t-il d'autres plaintes? Pouvez-vous imaginer autre chose de plus ennuyeux? L'ennui scotché aux idées du dessin intelligent est suprême. C'est tellement ennuyeux. Je ne voudrais pas perdre mon temps avec ça. Ces gens, ou plutôt ces moutons, ont été payés par les satanistes francs-maçons pour brandir ces pancartes. L'amour était dans l'air, c'est vrai. Mais il n'y en avait pas pour le dessin intelligent. Il semble même qu'il y a beaucoup de haine à son sujet. Et toute cette haine est concentrée en un seul endroit. Les gens de l'Institut de la Recherche, Discovery Institute, ceux-là, travaillent sur le dessin intelligent. C'est du joli, mais il n'y a rien à l'intérieur. Le Discovery Institute est un moulin à vent de propagande. C'est une institution qui a été conçue pour pomper du fric chez les investisseurs religieux, afin de recycler l'histoire de la création en une version laïque, compatible pour les écoles. Si pour comprendre la nature, ils ont un outil supérieur à celui que nous utilisons pour nos recherches, alors c'est super. Montrez-le nous. On est vraiment perdu. Je pense que c'est au numéro 3. Oui, c'est au 3. On voit le signe là. Je n'ai aucune idée sur le lieu de cet endroit. Bien, on va continuer de marcher.
Savez-vous où se trouve l'Institut des recherches? Non, jamais entendu parler de cet institut. Ok, merci. Hey, salut. On vient du sud? Où puis-je trouver l'Institut des recherches? Désolé, pas la moindre idée. Merci quand même. Bienvenue à Seattle. Merci monsieur. Ça doit être ici. S'il vous plaît, où se trouve l'Institut des recherches? Au bout du 8e étage. Porte numéro 808. Ok, très bien. Ah, finalement on y est. Ah, on vous a trouvé. Bruce Chapman? C'est moi-même. Bonjour. Je suis Ben Stein. Heureux de vous rencontrer. Absolument. Vous n'avez que cet étage, ou en avez-vous d'autres? Non, on n'a que celui-là. Vous n'avez que ça? On vous fait plein de misère pour un aussi petit bureau? Je croyais qu'on allait découvrir le Pentagone. Nous sommes le petit garçon qui dit que l'empereur est nu, et qui n'avait pas de grosse organisation non plus. Quand vous partez récolter des dons, votre personnel, ne dit-il pas que par la même occasion, vous allez jeter tous ces scientifiques hors des salles de classe et mettre le Christ à la place? Eh bien, je ne sais pas si le Christ a déjà été dans les salles de cours des sciences. Ce n'est pas un argument religieux. Nous avons des collègues juifs, agnostiques, et d'autres croyances. Et aussi, des scientifiques musulmans. Bref, de toutes sortes de milieux. Tous ces gens sont d'accord pour dire que la théorie de Darwin est un échec. Alors, pourquoi apporter la religion? Vous n'en avez pas besoin. C'est la tête du Turc. Les gens qui n'ont pas d'argument en sont réduits à vous jeter du sable dans les yeux. Vous souhaitez quoi finalement? Sur ce sujet comme sur bien d'autres, nous aimerions que les gens soient capables d'avoir une discussion solide, voire même un débat. Et dans ce cas précis, le public puisse avoir accès aux meilleures preuves scientifiques. Mais personne ne se demande si un débat doit avoir lieu. Aussi, certains se le demandent. Ah bon? En fait, le débat a été cadenassé. Mais pourquoi le débat a-t-il été cadenassé? Vous devriez vous adresser à ces darwinistes qui refusent le débat, pas moi. Monsieur Chapman affirme que l'idée n'a rien à voir avec la religion. Alors, pourquoi au premier arrêt, je tombe sur l'université de Biola, anciennement connue, sous le nom d'Institut biblique de Los Angeles? Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there. Combien d'argent avez-vous reçu de Jerry Falwell? $0. Et de Pat Robertson? 0. Êtes-vous un ministre religieux? Non. Prêtre? Non. Pasteur? Non. Catéchiste? Non. J'ai fait un cours du dimanche une fois. Cette histoire n'a pas encore été réglée? Eh bien, il est amusant de constater que les questions auxquelles on ne répond pas sont toujours là. Cette question est chargée avec toutes sortes de bagages politiques. Mais au final, dans des réunions scientifiques, après 3 ou 4 bières, mon expérience m'a fait découvrir que beaucoup de biologistes, évolutionnistes disent « Oui, cette théorie pose plus de problèmes qu'elle n'apporte de réponses. » Êtes-vous en train de me dire qu'il existe réellement un débat? Eh bien, le mot évolution est un mot amusant. Ça dépend de ce qui le définit. Si c'est juste pour qualifier ce qui change dans le temps, même le plus borné des fondamentalistes, c'est que l'histoire de la Terre a changé. Elle a changé au cours du temps. La définition de l'évolution précisément. Elle dit que l'ancêtre commun de toute la vie sur Terre a pour origine un ancêtre unique. Et cela, à travers des mutations indirectes et l'appui de la sélection naturelle. Ça n'a jamais été prouvé. Pourtant, c'est bien là
définition du néo-darwinisme dans les livres scolaires. Oui, mais le problème du dessin intelligent, c'est du créationnisme chauffé à blanc. Non, ce n'est pas du tout ça. Le créationnisme est mal compris. Ça commence avec la Bible, et on se demande comment faire coller la Bible avec les données de la science. Dans le dessin intelligent, ce n'est pas ça. Le dessin intelligent, c'est l'étude des motifs dans la nature, qu'on explique mieux comme étant le résultat d'une intelligence. Pour les partisans du dessin intelligent, c'est Dieu, le créateur. Pas nécessairement. Le dessin intelligent, c'est une concertation scientifique à minima, qui se base sur la possibilité de détecter une causalité intelligente. Le docteur Nelson n'avait pas l'air d'un fou. Mais, je continuais de suspecter que l'idée n'était rien d'autre que du créationnisme réchauffé. Evolution's just a theory. They present it in the textbooks and on animal TV. Like it's fact, but tell me, were you there? 12 million BC. L'évolution, envisagée dans un dessin intelligent, est parfaitement envisageable, dans le sens où on se demande comment la conception est implémentée. Mais est-ce qu'il existe un concepteur? C'est ça le problème. Est-ce que ces mécanismes de matériaux, comme la sélection naturelle, sont-ils adéquats? Sont-ils adéquats pour expliquer toutes les choses que nous observons en biologie? Nos arguments affirment que ce n'est pas le cas. Mais Darwin a obtenu toutes ces preuves. Si vous prenez en considération l'histoire des sciences, les gens ont souvent eu de bonnes idées. Et après, ils décident de rouler avec, et de l'appliquer à tout. Darwin, suite à ses idées de la sélection naturelle, dit « Voilà, je vais expliquer l'origine de toute la vie avec ça ». La physique a été newtonienne. On a constaté que Newton, à lui seul, n'était pas suffisant. Donc, de la même manière, nous constatons que Darwin avait des observations correctes, mais ce n'est pas l'image intégrale. D'accord, Darwin n'est peut-être pas l'ensemble du tableau. Mais qu'est-ce qui fait que ces scientifiques dissidents pensent avoir le chaînon qui manque? J'ai posé la question au Dr Stephen Meyer, l'auteur de l'article, qui a causé tant de problèmes au Dr Steinberg. On a du mal à croire que cette petite ville soit le siège du géant Microsoft. C'est peut-être ça qui a permis à Monsieur Bill Gates de devenir extrêmement riche. On va se poser comme un papillon fatigué, un papillon dans une guerre mortelle. Le café est juste là. Newton a été enterré dans le carré des génies, à la baie de Westminster, n'est-ce pas? C'est exact. Oui, Darwin est également enterré à Westminster. Darwin aussi? Ils sont côte à côte? Oui. Et vous aussi, vous êtes à Redmond, dans un petit immeuble qui ne paye pas de mine, n'est-ce pas? Et apparemment, vous êtes un type extrêmement intelligent. Mais comment osez-vous défier ces enterrés dans le carré des génies, à côté de Newton? Eh bien, ça peut paraître culotté, mais c'est ce que les scientifiques sont censés être. Quand j'étais à Cambridge, l'un de mes superviseurs nous conseillait souvent de faire attention au son d'applaudissement d'une seule main. Ce qui veut dire que s'il y a un argument d'un côté, cela suppose qu'il y a un autre argument de l'autre côté. Et ce que j'ai découvert en étudiant la structure des arguments sur l'origine des espèces, c'est que pour chaque argument, basé sur une preuve en faveur d'une proposition de Darwin, il y a un contre-argument, basé sur une preuve. C'est vous, et quelques autres qui pensent que c'est une plaisanterie. Vous d'un côté, les facultés et les plus grandes universités du monde, de l'autre. Parlant avec un grand uniforme et d'une voix autoritaire? Oui, c'est ça. Dans tous les cas, le débat ne doit pas être établi par le nombre. Il ne doit être établi que par les preuves et les arguments. Pendant que j'étais au pays de Bill Gates, le docteur Meyer m'a conseillé d'aller voir le biologiste moléculaire Jonathan Wells. Il vous traite de quoi? De créationniste. Et vous leur répondez quoi? En général, je n'ai jamais l'opportunité de répondre. Qu'est-ce qui vous retient personnellement ici? D'abord, j'aime la science. Et je pense que la façon dont le darwinisme a corrompu et tordu les preuves est mauvais pour la science. Les autres scientifiques vous diront de la fermer, si vous aimez la science. Parce que ce sont des missiles que vous balancez sur la science. Je fais donc trembler les pièces maîtresses, je comprends leur colère dans ce cas. Pourquoi? Parce que les preuves ont été tordues pour échafauder une théorie bidon. Les darwinistes sont mauvais joueurs à ce point?
Peut-être que changer de coin me donnera une perspective plus fraîche. Car je t'ai vu au coin de la rue, tout est vidé. J'ai cru que tous les deux, sur le ciel bleu, nous serions très heureux. Mr. Berlinski, I assume? Salut, Monsieur Berlinski? Oui, c'est moi. So where are you from D'où êtes-vous? originally? Je suis I was né à born New in York. Yes. 31 ans à Manhattan? Oui. Et j'ai aussi passé beaucoup de temps en Californie. Dites-moi, dans quelle université étiez-vous et où avez-vous enseigné? J'ai été à Princeton. J'ai enseigné à la Stanford, à la Rutgers, au City College de New York et au Baruch College. Vous enseignez quoi? Au collège de Baruch. Tout ce qu'il voulait. Allez entrer. Waouh, un vieil immeuble. C'est le plus vieux de Paris. Vous plaisantez? Merci monsieur. Je vous en prie. Merci. Waouh, c'est fabuleux. Wow, this is fabulous. C'est une question très différente. Ce qui me vient en premier à l'esprit, concernant la doctrine darwinienne, c'est l'image d'un vrai bordel. C'est comme entrer dans une pièce en fumée. Rien dans cette théorie n'est défini précisément, clairement, attentivement et délimité. Il manque les rigueurs les plus élémentaires exigées en physique mathématique. Et en physique mathématique, il manque déjà la rigueur exigée en maths pure. Donc, ce qu'on constate, c'est une descente progressive du niveau d'intelligibilité. Et cela, avant d'arriver à la biologie évolutionniste. Bon sang, on ne sait même pas ce qu'ils entendent par espèce. Donc cette théorie n'est que fumée. Une fumée bien présentée. Il y a une certaine élégance. Il y a l'expression d'Einstein, mais lui, il laissait l'élégance à son tailleur. Une pièce remplie de fumée? Ce n'est pas ce que j'ai entendu de la bouche d'éminents évolutionnistes, comme Richard Dawkins. L'évolution est un fait. C'est un fait établi, aussi sûrement que n'importe quel autre fait que nous avons en science. Richard Dawkins était tellement sûr que l'évolution est un fait et que Dieu n'existe pas. Il a consacré sa vie entière à prêcher l'évangile de l'évolution. Je suis un athée qui respecte le Dieu judéo-chrétien parce qu'il n'y a pas l'ombre d'une preuve en faveur de ce Dieu. Il est absolument correct de dire que depuis que la preuve de l'évolution s'est avérée absolument accablante, quiconque qui regarde de près ne peut pas en douter. S'il n'est pas, disons, stupide. Donc, ce qu'il reste comme possibilité, c'est qu'ils sont ignorants. Et la plupart des gens qui ne croient pas à l'évolution sont en fait des ignorants. Mais les personnes avec qui j'ai parlé n'étaient pas des ignorants. C'étaient des scientifiques hautement diplômés. Donc, il doit y avoir quelque chose d'autre en jeu. Vous pensez donc que toute la théorie de l'évolution n'est que foutaise? Ou du moins certaines parties? Eh bien, je le répète, évolution est un mot qui est là pour endormir les gens. Je dirais plutôt que des changements mineurs arrivent au sein des espèces. Darwin n'a pas écrit un livre en précisant comment les espèces existantes ont changé avec le temps. Il a écrit un livre qui a comme titre « L'origine des espèces ». Il proposait de montrer comment le même processus mène à de nouvelles espèces. Et la prétendue preuve, clamée partout, haut et fort, qu'elle existe, est en vérité totalement inexistante. Comment Darwin, ou le darwinisme, explique le commencement de la vie? Il ne savait pas. Et en fait, personne ne sait. Le darwinisme définit strictement ce qui se passe après l'origine de la vie. Donc, ça ne concerne que les êtres déjà vivants. Alors, comment concevoir une théorie sur la vie, sans connaître la théorie du commencement de la vie? Eh bien, la plus grande partie de l'architecture de cette histoire de l'évolution n'inclut pas l'origine de la vie, mais uniquement la théorie de Darwin. Mais celle-ci ne peut exister tant que vous n'avez pas la première cellule. Alors, personne n'a une théorie sur le commencement de la vie? De l'origine cosmique? Du Big Bang au genre humain? Voici l'histoire d'une petite planète dans l'espace, appelée Terre. Pour une explication typiquement darwinienne sur l'origine de la vie, le Dr Wells m'a orienté vers ce document. Les éléments chimiques essentiels à la vie, hydrogène, oxygène, carbone et nitrogène, sont maintenant en place. Ce qu'il manque, c'est un moyen de les combiner.
Perhaps the energy came from lightning. Peut-être que l'énergie venait des éclairs. Quoi que ça pouvait être. Pardon? L'énergie s'est débrouillée pour combiner ces ingrédients chimiques, juste dans le bon ordre. Je m'attendais à un raisonnement plus scientifique. L'idée la plus populaire est que la vie a émergé d'une soupe primordiale. En 1953, Stanley Miller a pris des quantités de méthane, d'ammoniac, de l'hydrogène. Il a ensuite mélangé tout ça avec de l'eau, afin de simuler l'atmosphère originale. Il a ensuite soumis cette soupe à une décharge électrique, en espérant faire émerger la vie. L'expérience de Miller n'a pas marché. Alors que les essais initiaux semblaient prometteurs, 50 ans plus tard, la plupart des scientifiques les plus sérieux ont abandonné cette approche en faveur d'autres théories plus fumeuses. Le célèbre darwiniste, Michael Ruse, a tenté de m'expliquer l'une d'entre elles. Comment passons-nous d'un monde inorganique au monde des cellules? L'une des théories populaires est que ça a dû démarrer sur le cristal. Waouh! Ma boule de cristal. Des molécules agrégées sur du cristal en formation. Et ceci est devenu de plus en plus complexe. Mais la belle chose dans le cristal, c'est qu'à chaque nouvelle erreur, il y a des mutations. Et ça laisse place à la sélection naturelle. Mais il ne résulte aucune chose vivante. À aucun moment. Et après on a une chose vivante? Mais je viens juste de vous le dire. Je ne vois aucune raison qui pourrait empêcher une chose très simple de passer à une chose plus complexe. Moi non plus. Pas de problème. Mais comment passer de la boue à une cellule vivante? C'est ça ma question. Je vous ai dit. Je ne vais pas répéter à nouveau. Sur le cristal? Sur les cristaux. Donc, si je comprends bien, c'est votre théorie. Et vous pensez que ça tient la route? Mieux que ce que propose le dessin intelligent? Oui, je le pense. Ben ne parierait pas un jeton sur le choix du cristal proposé par le Dr Ruse. Mais ça m'a fait quand même penser à un truc. Il y a combien de chances pour que la vie apparaisse d'elle-même? On a spéculé qu'il faudrait probablement un minimum de 250 protéines pour fournir des fonctions vitales. Si c'est la vérité, alors c'est quasiment inconcevable que la vie ait pu apparaître étape par étape. Ok. Donc, la forme de vie la plus simple nécessite au moins 250 protéines pour fonctionner. C'est quoi alors votre problème? Le casino de la vie. Bienvenue au casino de la vie. Établissement vieux de 4 milliards d'années. Qui veut tenter sa chance pour gagner? Moi, je veux bien essayer. Qu'est-ce que je gagnerais? Regardez ça. La toute première cellule organique du monde. Ça vous tente? Cette cellule de protéines parfaitement alignée pourrait vous appartenir. Maintenant prenez la manivelle. Waouh, j'ai gagné. Tina, dis-lui combien de fois il doit réussir pour gagner le prix. 250 fois. Et toutes dans l'ordre correct. Mais c'est impossible. On a déjà entendu ça. N'est-ce pas, Richard? Vas-y. Mère Nature, fais ton œuvre. Stupide machine. Je te déteste. Nous parlons ici de quelque chose d'improbable et de renversant. Grosso modo, un sur je ne sais combien de trillions. Que la vie choisisse 1 million, ou 1 trillion, ou 1 trillion de trillions, le nombre est essentiellement 0. Quelque chose doit forcer la nature à choisir le numéro gagnant. Donc, dans un jeu de la vie, c'est comme si c'était la maison qui gagnait toujours. Par chance, des scientifiques très sérieux auraient réussi à battre le magicien. Dirigé par Panspermie. Face à ces immenses problèmes insurmontables des origines de la vie, le prix Nobel Francis Crick proposa cette théorie, que la vie aurait été semée sur Terre. En d'autres termes, ce sont les extraterrestres qui l'auraient fait. Des cristaux? Des extraterrestres? C'est ça la science. Je croyais qu'on parlait science, et non de science-fiction.
Nous ne savons pas ce qui a causé l'émergence de la vie. Est-ce par pur processus indirect? Ou alors, par une sorte de pilotage intelligent, suivant une feuille de route? Les règles de la science sont appliquées pour forcer la fermeture d'une des deux seules réponses possibles à ces questions, très importantes et fondamentales. Donc, le règlement en science dit en gros, nous allons envisager toutes les possibilités, sauf celle d'un guide? Exactement. Peu importe comment la vie a commencé, sur dos de cristaux, ou dans des tubes à essai, d'un dessin intelligent. Tout le monde est d'accord pour dire que ça commence avec une cellule unique. Mais c'est quoi une cellule? Darwin a écrit en 1859 L'origine des espèces, et publié en 1959. Il avait une idée assez simple de la cellule. N'est-ce pas? Oui, comme tout le monde à l'époque. Si Darwin avait pensé que la cellule était comme une chose assez simple, comment est la cellule aujourd'hui, en termes de complexité? Une galaxie. Si par exemple, Darwin pensait que la cellule n'était qu'un tas de bouts, à quoi ressemblerait une cellule aujourd'hui, d'après ce concept? Plus compliqué qu'une fusée Saturn V. Que sait-on de la cellule, de nos jours? Y a quoi dedans? Un monde que Darwin n'aurait jamais pu imaginer. J'avais besoin de quelqu'un qui pourrait me donner un aperçu sur ce monde. Je suis donc allé voir le biologiste Doug Hicks. Vous considérez donc que la cellule est une usine microscopique? Une usine, où à une très petite échelle, des instructions digitales sont utilisées pour fabriquer les composants de l'usine. Ici, nous avons la fameuse double hélice de l'ADN. Vous pouvez voir ces deux brins entortillés, qui sont verrouillés l'un sur l'autre, sur l'extrémité de la molécule. C'est l'entrepôt de toute notre information génétique. À une plus grande échelle, dans les formes vivantes, ce serait équivalent à environ 1 gigabit d'informations dans les molécules qui forment les chromosomes individuels. Et tout ça, empaqueté dans le noyau, qui n'est qu'une toute petite partie comparée à la taille de la cellule. Donc, ce qui est contenu dans cet ADN fournit les informations nécessaires pour séquencer les acides aminés qui fabriquent les protéines. Nous avons une information sous la forme d'une dimension qui, elle-même, fournit une information pour une forme à 3 dimensions. Je commence enfin à saisir la complexité de la cellule. Est-ce que les systèmes, à l'intérieur de la cellule, vont au-delà de l'évolution darwinienne? C'est une sorte de technologie cellulaire qui assure l'adaptation, la duplication, le contrôle de qualité, la réparation et le dépannage. Et si ces mécanismes impliquent un designer, je dirais alors, ainsi soit-il. La cellule, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le monde physique. On doit fermement prendre ça en considération. On ne peut pas prendre ces mécanismes à la légère et dire « oh c'est comme ci comme ça ». Non, ce n'est pas comme ci comme ça. Nous avons découvert des informations dans la cellule qui ne peuvent être attribuées au compte de ces matériaux à cause directe. Donc, l'information doit bien avoir une source. L'une des questions clés auxquelles font face les biologistes modernes, c'est d'où vient cette information. Darwin assume que l'information croissante vient de la sélection naturelle. Or, la sélection naturelle réduit l'information génétique. Nous le savons, grâce à toutes les études génétiques des populations que nous avons. Mais d'où vient alors la nouvelle information génétique? C'est la grande question.
Alors, l'explication la plus vraisemblable de la présence de cette information dans l'ADN est qu'elle provient d'une source intelligente. Pour comprendre ces systèmes complexes, nous avons besoin d'user des principes d'ingénieurs. Ce sont nos avancées dans les nanotechnologies qui nous ont permis de commencer à apprécier ces systèmes. Mais utiliser le dessin intelligent n'a pas l'air d'avoir arrêté les scientifiques avec lesquels j'ai parlé. Alors, pourquoi cette controverse? Imaginez qu'on découvre tout simplement que nos recherches pointent vers une autre direction que celle proposée par l'évolution, qui serait un créateur intelligent. Oui, pourquoi alors écarter cette évidence? Strictement interdit? Vous avez deux hypothèses. Vous avez un mur au milieu de votre cerveau, en fait, au milieu de votre pensée. Et vous dites, vous pouvez tout prendre de ce côté du mur. Seulement, voilà. Seules, les hypothèses de ce côté du mur sont autorisées à être prises en considération. Ne peut-on pas discuter de ça librement? Ils disent que la science n'est pas un processus démocratique. Sérieux? Et il y a un consensus sur les points de vue, et que nous devons nous soumettre à ce consensus. Mais Darwin a confronté les points de vue. Le darwinisme est apparu de cette manière. Non? Si Darwin défiait le consensus aujourd'hui, comment ferait-il? La science d'aujourd'hui n'est plus réservée à de riches aristocrates. C'est une industrie à coût de millions de dollars. Donc, si tu veux un morceau du gâteau, t'as intérêt à être un bon camarade. Et les idées scientifiques, comment arrivent-elles au peuple? Chaque idée doit être inspectée pour être sûr qu'elle est sans danger. Toute théorie doit passer à travers une série de barrages douaniers. D'abord, l'université. Rentrer dans une controverse au sein de l'université pourrait être dangereux. Peu de gens le savent mieux que le député Mark Souder. C'est lui qui avait découvert la campagne ciblée et menée par des individus issus de l'Institut Smithsonian et du Centre national pour l'éducation scientifique pour détruire la crédibilité du Dr Sternberg. Si vous voulez passer dans les revues, si vous voulez être publié et rentrer dans des institutions respectées, le noyau dur ne tolère pas la dissidence. Ils disent, c'est comme ça que ça marche. Et celui qui dévie sera écrasé. T'as intérêt à être de mon côté. Oui, promis. Je suis de ton côté. Maintenant, laisse-moi partir. Je ferai tout ce que tu veux. Souder n'a pas été le seul à avoir été témoin de la tactique des universitaires. Le journaliste Larry Whitham a observé des comportements similaires durant ses 25 ans passés à couvrir la controverse sur l'évolution. Si vous êtes connu dans le domaine de la science, vous ne pouvez pas remettre le paradigme en question. Si vous voulez obtenir des autorisations ou des postes à haute responsabilité, ou si vous voulez une récompense pour avoir promu l'éducation publique scientifique, vous ne pouvez pas remettre le paradigme en question. On ne peut pas laisser les gens former leur propre opinion. Cette histoire d'ouverture d'esprit n'a aucun sens. Pourquoi donc l'établissement scientifique a-t-il si peur de la liberté d'expression? Oui, il y a cette peur. Si le moindre aspect de l'évolution est scruté de près, il y aura un dévoilement. Qui êtes-vous? Je suis le grand et puissant magicien d'Oz. J'ai eu des entretiens avec des douzaines et des douzaines de scientifiques. Quand ils sont entre eux, ou quand ils parlent à un journaliste en qui ils ont confiance, ils discutent de complexité incroyable, ou de biologie moléculaire en crise. Mais publiquement, ils ont peur de dire ça. Pour surveiller nos universités, nous avons diverses organisations de chiens de garde. Écoutons Eugenie Scott, du Centre national pour l'éducation des sciences. Ce centre a pratiquement été au cœur de toutes les controverses sur l'évolution ces dernières années, défendant vigoureusement l'évangile de Darwin. Malheureusement, on a eu beaucoup de travail au centre ces dernières années, parce que virtuellement, chaque État où les standards de l'éducation de la science ont été remis en cause, il y a eu une grosse bagarre pour faire passer l'évolutionnisme. Le centre, NCSE, a été initié par un groupe de scientifiques et d'enseignants qui étaient très investis. Parce que, à la fin des années 70, début 80, il y avait beaucoup de tentatives dans le but de consacrer un temps égal aux sciences de la création et celui de l'évolution. Et ni les scientifiques, ni les enseignants n'aimaient ça. Ce n'était pas des cris du secours, les créationnistes reviennent. Mais ce n'était pas loin. Beaucoup de scientifiques devenaient fous et criaient après les créationnistes. Nous avons beaucoup travaillé avec des organisations d'éducation de la science.
Le plus important groupe, avec lequel nous avons travaillé, c'est la communauté des croyants. Car, le plus grand secret gardé, dans cette controverse, c'est que les catholiques et protestants modérés sont OK avec l'évolution. T'es sûr de ça, Eugénie? Les chrétiens libéraux se sont battus avec les chrétiens conservateurs pendant si longtemps qu'ils se seraient mis, avec n'importe qui, contre les fondamentalistes. Alors, Eugénie Scott a dit, « Bienvenue chez nous ». Il existe une sorte de lobby de défense de la science, ou un lobby de défense de l'évolution en particulier. Et pour la plupart, ils sont athées. Mais ils veulent rester amicaux avec les personnes religieuses, d'ordinaire sensibles. La façon de procéder est de leur dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre la science et la religion. Mais, y a-t-il réellement une incompatibilité? Peut-on croire en même temps en Dieu et en Darwin? Dans la plupart des théories évolutionnistes, il n'y a aucun Dieu. Ou alors, il n'a aucun rôle. Donc, tout naturellement, beaucoup de darwinistes vous diront que c'est l'arme la plus forte de l'athéisme. Il m'appelle le témoin. Un avocat m'a demandé si ma croyance est l'évolution, et si ce sont mes études qui m'ont poussé vers l'athéisme. Je devrais répondre par oui. Et ça, c'est la pire des choses que je pouvais dire pour gagner le procès. Donc, les gens comme moi sont de mauvais prétendants pour le lobby de la science et de l'évolution. Mais je dois être franc et honnête dans cette interview, bien plus que d'autres ne le seraient dans ce domaine. Travaillons dur pour sécuriser nos idées, nos copains dans les médias. Un journal, monsieur? La tendance, c'est la fusion des médias avec l'établissement. Les médias sont d'accord avec l'établissement. Eugénie Scott, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il n'y a pas le moindre article reconnu qui supporterait le dessin intelligent. Je me trompe? Non, vous avez raison. Je crois que le sujet est traité. Mais l'astuce, c'est qu'on fait toujours appel à des personnes qui ne font pas le poids. Ensuite, on peut dire qu'il y a eu débat. Mais, au lieu de rapporter les nouvelles brutes, celles-ci sont filtrées avant leur diffusion. Nous sommes constamment en bagarre avec les journalistes. Ils refusent même de rapporter correctement la définition du dessin intelligent. Ils n'arrêtent pas de dire « la vie est tellement complexe que c'est forcément Dieu qui l'a créée ». C'est de la religion. C'est une distorsion de notre position. Vous pouvez regarder les histoires de l'association de presse américaine, AFP. Sur ces histoires, la même phrase est répétée durant 10 ans. Voici la phrase. Le dessin intelligent dit que la vie est trop complexe. Ça s'appelle la patate chaude. Et ainsi, sournoisement, le journaliste n'aura pas besoin de faire son vrai boulot, ou de reformuler la chose. Le public comprendra par cette trahison qu'il n'y a pas d'avancée scientifique. Mais que se passerait-il si un journaliste décidait de prendre une position plus juste sur le dessin intelligent? Eh bien, ce journaliste aura à subir de lourdes pressions pour avoir osé défier les évolutionnistes. Je vous ai pourtant bien dit de le brûler dans cette histoire. La journaliste Pamela Winnick a souffert le martyre. Peu de journalistes ont subi ce qu'elle a enduré. Lorsqu'elle a refusé de prendre parti dans un article qu'elle avait écrit sur le dessin intelligent. Les darwinistes ont trouvé une nouvelle cible à se mettre sous la dent. Je ne suis pas chrétienne, je suis juive. Mais ce n'était pas une question de religion. Je n'ai pas pris position en faveur du créationnisme. J'avais écrit un article sur le dessin intelligent. Ça n'avait pas d'importance. Après avoir écrit ça, tout ce que j'écrivais après sur le sujet passait au crible. Il y avait des lettres de haine qui arrivaient au journal. Si vous donnez le moindre crédit à ce sujet, ne serait-ce que d'écrire dessus, votre carrière de journaliste est ruinée. Nous avons parlé avec d'autres journalistes qui nous ont raconté des histoires similaires. Mais ils n'ont pas osé se montrer à la caméra. Et maintenant les presses sont prêtes à rouler. Si tous les barrages ont échoué, il reste toujours les tribunaux. Nous avons passé énormément de temps à essayer de prouver à la Cour ce que tout le monde savait déjà, soit que le dessin intelligent est une croyance religieuse particulière. Alors, qu'on pensait que les questions scientifiques étaient établies par des preuves. Et non, en traînant les gens devant les tribunaux, en les accusant. Comment ça se passe dans les autres pays sur ce sujet? Le docteur Marcin Giertych, un généticien populaire, qui représente actuellement la Pologne au Parlement européen, m'a éclairé sur ce sujet. La censure sur la possibilité d'enseigner la critique de l'évolutionnisme et a toujours été plus sévère dans votre pays les États-Unis qu'en Pologne.
Pourquoi? Parce que dans votre pays, vous avez le politiquement correct. Ces problèmes sont traînés devant les tribunaux. Et la justice vous dit ce que vous devez enseigner ou pas. Nous voulons savoir ce que vous enseignez. Quels livres utilisez-vous? Comment vous profitez? Nous n'avons pas cette façon de décider sur les questions scientifiques en Pologne. On n'a jamais eu la justice impliquée. Vous êtes en train de me dire qu'en ce qui concerne l'enseignement de la science, la Pologne est académiquement plus libre que les États-Unis? Oui, je pense que sur ce problème précis de l'évolution, c'est la vérité. Mais comment se fait-il que la justice décide sur de tels sujets? Que penser de l'idée générale selon laquelle le dessin intelligent serait mort suite à ces procès en justice? Les procès en justice ne décident rien du tout. Si vous faites un parallèle avec le procès Scope, qui a gagné dans cette affaire? Ce ne sont pas les évolutionnistes. Dans le Tennessee, la cour d'appel a été demandée par les évolutionnistes. Et pour l'opinion de la population, Scope est un héros. Je ne sais pas si vous avez vu le film sur Scope. C'est un film basé sur une histoire vraie, de simulacre de procès. C'est ce qu'on a aujourd'hui. Ces problèmes vont aller plus loin que n'importe quelle décision de justice. Le débat sur l'évolution a l'air d'aller plus profondément que ce qui est évoqué dans les procès. Ça va au-delà de la science. Pour générer un tel niveau d'hostilité, des idées doivent aller jusqu'à menacer le cœur de l'établissement darwinien. Le monde entier est aujourd'hui le théâtre de conflits morbides. C'est le défi des idées. Je suis Édouard Marou. Pendant un petit moment, j'aimerais voir avec vous le grand conflit de notre époque. Ceci demande l'attention absolue et l'implication de chacun d'entre nous. Ce conflit sur les principes de l'évolution est devenu une guerre des religions. Vraiment? Alors, ça n'a plus rien à voir avec la recherche scientifique. C'est une totale compétition entre antagonistes prêts à mettre tous les moyens à leur disposition. La situation a pris une telle envergure que beaucoup des plus grands apologistes de l'évolution ont arrêté de défendre le darwinisme pour se mettre plutôt à s'attaquer à la religion. Ils ont donc pris la décision de tuer le dessin intelligent dans son œuvre. Richard Dawkins en est le meilleur exemple. Son récent livre, L'illusion de Dieu, en est la preuve. Apparemment vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans le monde. L'illusion de Dieu est l'œuvre que j'attendais depuis longtemps, pour lancer une offensive franche contre la religion. Pour moi, la science, c'est tenter d'expliquer l'existence. Et la religion aussi, et pour expliquer l'existence. C'est juste que la religion a la mauvaise réponse. Mais Dawkins a-t-il raison? La science et la religion sont-ils vraiment en guerre? Afin de saisir ce conflit qui est en cours, nous pouvons nous fier à un journaliste qui aura observé le conflit de ses propres yeux, avec la perception d'un observateur militaire entraîné. Professeur Alistair McGrath, Oxford, auteur du livre L'illusion de Darwin, a relié la réponse à ma question. Richard Dawkins a une vision charmante et très intéressante sur les relations entre science et religion. C'est de provoquer une guerre entre les deux. Et à la fin, une seule en sortira gagnante. Et ce sera la science. Voilà une vision très naïve. Elle est basée sur une représentation historique totalement fausse sur les interactions entre la science et la religion. Darwin a l'air de croire qu'une description scientifique est un argument anti-religieux. Décrire scientifiquement la façon dont quelque chose s'est produit n'explique pas tout. Et ce n'est vraiment pas le cas. Mais la question du but, de l'intention, la question du pourquoi est toujours là, sur la table. Je trouve que c'est une erreur catastrophique de laisser des énergumènes, comme Richard Dawkins, traiter des questions profondes en théologie, des questions sur l'existence de Dieu, de la nature, de la vie. Il n'a même pas étudié les disciplines impliquées dans l'enquête. C'est un philosophe médiocre, il n'a même pas les compétences élémentaires requises pour tester méticuleusement ses arguments. Un génie quand même. Non, plutôt un type très malin. Un petit peu reptile, mais un malin. L'opposition des points de vue dans ce conflit ne repose fondamentalement que sur une vision différente de l'homme. Imaginez deux scientifiques divergents. Vous pouvez mettre de chaque côté autant que vous voudrez. Ils diront exactement des choses opposées. Donc, ce conflit scientifique n'a rien à voir avec le fait de croire ou pas en Dieu. Sinon, tous les scientifiques seront censés être des athées. C'est donc un conflit sur la vision du monde. C'est un conflit entre des scientifiques qui ont des visions différentes
différentes sur le monde. Vous avez deux explications, avec des preuves en compétition. L'un dit « dessin » et l'autre dit « processus indirect ». Les deux dimensions ont d'immenses répercussions, pro-religieux ou anti-religieux, et philosophiques. Vous ne pouvez donc pas dire qu'une seule des deux théories est scientifique et que l'autre ne l'est pas, tout simplement parce qu'elles ont des implications. Les deux ont des implications. Les gens qui vous disent par exemple que la science fournit tout pour comprendre le monde. Ou au contraire, la science vous dit tout sur l'origine est faux. Ou encore, la science vous dit que Dieu n'existe pas. Ces gens-là ne vous disent pas des choses scientifiques. Ils parlent de choses métaphysiques. Et s'ils doivent défendre leur position, ce sera pour des raisons métaphysiques. Ce qui est présenté à la vue du public, c'est ça, la science d'abord, et ensuite la vision du monde. Moi je dirais, ça ne doit pas se passer comme ça. En fait, il se pourrait même que ça soit l'inverse. La vision du monde vient en premier. Et avec l'influence de la vision du monde, on pourra alors interpréter la science. Mon grand regret, c'est que certaines personnes, profondément retranchées dans leur propre vision du monde, ne vont tout simplement pas envisager qu'il puisse exister d'autres alternatives. Je suis personnellement de gauche et pas particulièrement religieux, mais plutôt humaniste. Et je pense qu'un mauvais message est envoyé aux personnes pieuses et intéressées par la science. Parce que, dans un sens, pour faire de la science de manière crédible, ces scientifiques doivent laisser leurs croyances religieuses à la maison. Les fondateurs de la science moderne naissante, Isaac Newton, Robert Boyle, Kepler, Galilée, la plupart de ces scientifiques précoces, non seulement ils croyaient en Dieu, mais ils pensaient que leur croyance en Dieu faciliterait le travail de la science. Vous pouvez être motivé religieusement et en même temps faire de la bonne science. Et souvent, ça marche mieux ensemble que l'inverse. Faire rencontrer les protagonistes serait le meilleur moyen pour une discussion rationnelle. Ce que j'accueillerais favorablement. Le débat rationnel est une belle pensée. Malheureusement, c'est impossible dans le climat actuel. J'ai constaté que le questionnement sur la dévotion du darwinisme provoque un effet glacial dans le milieu de la science évolutionniste. Mais n'y a-t-il pas d'autres conséquences? Aucun Dieu? Aucune vie après la mort? Aucun autre fondement alternatif pour l'éthique? Aucun sens alternatif à la vie? Et aucun libre arbitre humain? Tout ça est profondément connecté à la perspective évolutionniste. Vous êtes là aujourd'hui, demain vous aurez disparu. C'est tout ce qu'il y a? Dr Will Provine, professeur d'histoire de la biologie à l'université de Cornell, nous a donné un autre aperçu perturbant sur l'issue du darwinisme. J'étais chrétien, je n'avais aucune idée sur l'évolution, parce que son enseignement dans le Tennessee était interdit. Lisez votre Bible. Mais le professeur Provine a changé tout ça. Il a commencé à nous parler de l'évolution, une théorie où l'intelligence n'a pas lieu d'exister. Je me suis levé en lui disant, vous oubliez la partie la plus importante. Il me répond, si vous pensez la même chose à chaque instant, venez au tableau devant les élèves et dites-leur ce qui manque à l'évolution. Alors, j'ai lu ce livre attentivement. Je n'ai décelé aucune empreinte intelligente dedans. J'ai immédiatement commencé à avoir des doutes sur l'existence d'une quelconque déité. J'ai donc abandonné l'idée qu'il puisse y avoir une divinité ou une existence après la mort. Et dès que vous vous débarrassez de ces deux croyances, la vie devient assez facile. Et vous ne vivrez plus dans un espoir bâti sur des illusions. Finalement, il n'y a aucune liberté humaine. Si vous croyez en l'évolution, ne vous attendez pas à une volonté libre. Il n'y a rien à espérer, d'aucune sorte. La vie humaine profonde n'a aucun sens. Je vis, je meurs, et je disparais. Je disparais dans l'absolu quand je meurs. Le docteur Provine n'est pas étranger à l'idée de la mort. Il y a 10 ans, on lui a diagnostiqué une grosse tumeur au cerveau. Imaginons que ma tumeur revienne, ce qui est quasiment sûr. Je ne resterai pas là, comme mon grand-père l'a fait. Il est mort l'année dernière, du syndrome d'Adam-Oliver. Il souhaitait la mort désespérément, mais personne ne voulait l'aider à mourir. Moi, je ne veux pas mourir comme ça. Je me foutrais une balle de 45 dans ma tête de citrouille avant que ça arrive. Je ferais donc différemment.
J'espère pour notre ami Provine que ce ne sont pas des mots en l'air. Peu de temps après avoir enregistré cet entretien, il apprend que sa tumeur de cerveau était de retour. Je ne ressens pas la moindre culpabilité d'exposer ainsi mes opinions, qui me laissent dire « Oh, combien j'aimerais avoir le libre arbitre » ou bien « Oh, j'aurais aimé qu'il y ait un Dieu ». Jamais je ne souhaiterais ça. La reconversion du docteur Provine était typique. Parmi les darwinistes que nous avons questionnés, il y a le biologiste P.Z. Myers. Ce monsieur dirige le blog darwinien, Anti-religion, Pharyngula. Il nous révèle que le darwinisme lui a érodé sa croyance. Je n'ai jamais haï la religion. Je la trouvais assez confortable et j'aimais ses adeptes. C'est ce que j'ai appris sur le darwinisme. Ce qui m'a mené vers l'athéisme, c'est quand j'ai découvert l'évolution et le darwinisme. J'ai bénéficié d'une explication magnifique. Au début, je n'ai pas bien compris. J'ai compris une fois que j'ai embrassé le darwinisme. Je n'étais pas surpris de constater que la plupart des évolutionnistes partageaient les mêmes idées que Dawkins. Il semble que le darwinisme mène bien vers l'athéisme, alors que Scott Eugenie nous fait croire que non. Si vous retirez le message moral de la religion, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste un rêve. Je crois que Dieu, ses rêves, anges, lutins, etc. En gros, la religion n'est que de l'imagination. C'est vide de tout contenu explicatif. Les gens dans ce pays pensent-ils devoir réguler les drogues pour plus de sécurité? Ou les armes? C'est ça qu'il faut contrôler pour sécuriser le pays. Je pense que la chose la plus dangereuse qu'il faut contrôler est la religion. Commençons par supprimer la religion. La religion procure du confort à certains. On n'a pas le droit de les priver de ça. C'est comme tricoter, les femmes aiment tricoter. On ne va pas priver les gens de leur église. Mais ce que nous devons faire, c'est mettre ça dans un endroit où la religion trouve sa place. Quelque chose comme un endroit sympa, où les gens se retrouvent le week-end. À quoi ressemblerait le monde rêvé du docteur Myers, si son rêve se réalisait? Une plus importante littérature scientifique nous mènerait à éradiquer la religion. Après ça, on aura un monde positif. Puisque, en s'effaçant progressivement, la religion laissera de plus en plus la place à la science. Finalement, la religion ainsi dissoute, la science deviendra de plus en plus frauduleuse. De plus en plus importante. Et au final, on arrivera à un point où la religion aura trouvé sa place appropriée. En éradiquant la religion, irons-nous vers une utopie moderne? Laissez-moi imaginer ça, et que notre guide soit l'histoire. Let me try to imagine that, and let's let history be our guide. D'une certaine façon, Matthew Arnold évoque ça quand il parle du retrait de la croyance. Il y a une connexion entre une société qui a au moins un minimum d'engagement avec certaines sortes de valeurs transcendantales et ce que l'être humain peut permettre de faire. Ça me fait penser à un truc. Quelle société aurait déjà utilisé le darwinisme pour remplacer toutes les autorités, y compris la religion? En tant que juif, mon esprit m'a guidé vers un régime en particulier. La connexion Hitler-Darwin est historiquement difficile. Bien sûr, parce qu'ils étaient séparés par de nombreuses années. L'un était anglais et l'autre allemand. Néanmoins, si vous ouvrez Mein Kampf et que vous le lisez, surtout si vous pouvez le lire en allemand, la correspondance entre les idées darwiniennes et celles des nazis vous sautera aux yeux. Bien entendu, vous devez mettre une mise en garde historique. Tous ceux qui lisent Darwin ne deviennent pas forcément nazis. Personne ne dit ça. Darwin n'est pas une influence suffisante pour mener à un phénomène comme le nazisme. Mais je pense que c'est une condition nécessaire. Ceci est donc une connexion dont je devrais explorer personnellement. Des officiers américains arrivent à une institution nazie
saisie par les troupes de la première armée. Cette île malsaine a été le quartier général pour exécuter des meurtres systématiques. Quel est cet endroit? Pendant la Seconde Guerre mondiale, 50 000 personnes ont été tuées ici. Pourquoi les a-t-on tuées? C'étaient des handicapés. Et quel est l'intérêt de les tuer? Les personnes incapables de travailler, de vivre par eux-mêmes, sont éliminées. Car, elles étaient des bouches inutiles, qu'il faut nourrir. Des bouches inutiles? Et des vies sans valeur aucune. Cette idée a grandi dans les années 20. Donc, longtemps avant le national-socialisme. Les biologistes et les anthropologistes pensaient que peut-être, le gouvernement pourrait interférer sur la croissance de la population. Je vois. C'est leur rêve, de réaliser une société sans maladie, ni handicapés. Tout ce qui est non viable, dans la nature, est destiné à périr. Les humains ont transgressé la loi de la sélection naturelle, la décennie passée. Nous avons non seulement supporté les formes de la vie inférieure, nous avons aussi encouragé leur propagation. La descendance de ces gens malades ressemble à ça. Des individus plus vils que des animaux. C'était donc un concept darwinien? Oui, absolument. Et aussi, un concept malthusien, antinataliste. Thomas Malthus, c'était un philosophe anglais, qui disait qu'il y avait un manque de ressources. Les nazis faisaient confiance à Darwin. Oui, les scientifiques allemands ne jurent que par lui. Les patients sont emmenés en bas, où des docteurs nazis décidaient alors entre ceux qui vivraient et ceux à exterminer. Il y avait aussi 15 infirmières. Infirmières et infirmiers. Les infirmières assistaient les médecins à tuer ces gens? Oui. On ordonnait aux prisonniers de prendre une douche. Oui, on les douchait. Voici une des deux cabines. Combien de personnes ont été emmenées dans cette pièce? 60 à 70. C'est quoi ça? C'est la table de dissection. Imaginez un peu, une personne saine, allongée de force sur cette table, et se faire extraire le cerveau. Alors que la personne malsaine, c'était le docteur Gorgos. Non, non, je ne pense pas. Parce que ces criminels qui tuaient, étaient bien sains d'esprit. Ils tuaient les gens pour un objectif. Ils avaient un objectif? Oui. Je ne crois pas que ces nazis étaient des fous. Il y avait 2 fours, pour incinérer les corps. Je vois. Ils tuaient environ 70 personnes. Par jour, c'est suffisant pour la besogne. Ils commencent leur tuerie lundi, et finissent le vendredi. Ils préservent leur week-end. Si vous rencontriez le docteur Gorgos aujourd'hui, vous lui direz quoi? Je ne sais pas. Je ne pense pas que c'est mon rôle de dire quelque chose. C'est difficile de décrire ce que l'on ressent quand on marche dans un lieu hanté comme celui-ci. Et de savoir que ces murs étroits, de pierre froide, furent la dernière image vue par les victimes. J'avais envie d'explorer plus profondément cette connexion. Alors, j'ai rencontré l'auteur du livre, de Darwin à Hitler, appelé Dr Richard Weikart. C'est Hitler, et beaucoup de ses adeptes, qui ont créé ce programme. C'étaient de grands fanatiques darwiniens. Ils voulaient particulièrement introduire le darwinisme dans la société. Ce que nous désirons pour la jeunesse de demain est différent de ce qui était désiré par le passé. Nous devons créer le nouvel homme pour que notre race ne succombe point. Ne succombe point au phénomène de la dégénérescence, si typique de notre époque moderne.
Beaucoup de ces personnes, dont les années 20, qui mettaient en avant ces idées racistes, étaient considérés comme les leaders de la science. C'étaient des darwinistes, corps et âme, très dangereux, qu'il fallait prendre très au sérieux, par leurs collègues universitaires. Mais ça ne voulait pas dire que tous les universitaires y croyaient. Parmi ces universitaires en pointe, y avait-il des Américains? Oui, il y avait plein d'Américains qui disaient des choses similaires. C'est peu dire que des Américains puissent dire de telles choses. En vérité, les Américains étaient les pionniers dans cette science appelée eugénisme. Ils pensaient qu'ils pouvaient assister l'évolution en stérilisant les prétendus faibles d'esprit, en leur interdisant de se marier. Les médecins sont conscients de l'histoire de cette science américaine du XXe siècle. Il y a de mauvaises sensations envers le darwinisme, à cause de l'eugénisme. L'eugénisme est une tentative de faire reproduire des humains. Ça a été le chapitre le plus noir de toute l'histoire de la médecine américaine. 50 000 personnes ont été stérilisées, sans compter les volontaires. Ces personnes ont été déclarées inaptes à se reproduire. L'eugénisme n'est pas juste une histoire. L'esprit du mouvement est toujours en vie. Margaret Sanger était à la tête du programme nommé « Parentalité planifiée ». Elle défendait l'eugénisme, d'une manière fanatique. L'expression « parentalité planifiée » veut dire « contrôle des naissances ». Et cela était adressé aux pauvres et aux classes sociales, de basse catégorie. Soi-disant, pour améliorer l'espèce humaine. De Hadamar, je me suis rendu à Dachau. C'est là où les nazis ont appliqué les idées de l'eugénisme, à grande échelle industrielle. Ce fut un camp de concentration en pleine fonction. Quel était l'objectif? Une partie fut réservée pour réprimer les ennemis politiques. Le reste, c'était pourquoi? Eh bien, au-delà de la répression des ennemis politiques, ce qui était l'objectif au tout début, est devenu progressivement pour réprimer les ennemis raciaux. Ces catégories s'interprètent parfois du fait que des ennemis politiques étaient considérés comme inférieurs biologiquement. Selon Hitler, la guerre elle-même était une lutte darwinienne pour la survie. Il a considéré l'extermination des Juifs comme une lutte darwinienne pour la survie. Il voyait donc les Juifs comme l'un de ces fronts de cette guerre en cours. Diriez-vous qu'Hitler n'était pas saint d'esprit? Non, je ne dirais pas qu'il était fou. Je pense qu'il avait intégré de très mauvaises idées. Et je pense qu'il en a bien saisi leur dessein. Et d'une certaine façon, c'est ce qui l'a emmené à prendre des solutions radicales, en l'honneur de ses convictions. Diriez-vous qu'il était le mal? Ah oui, c'était le mal absolu. Y a-t-il quelque chose de pire? Je pense que ça existe. Et le bien, ça existe? Oh oui. Le mal peut-il être rationalisé en tant que science? C'est sûr. Quand c'est rationalisé en tant que science, Hitler croyait faire le bien. Hitler faisait le bien? Oh, il pensait faire du bien à l'humanité, en faisant avancer l'évolution et en créant une humanité meilleure. Avant de quitter Dachau, je m'arrête au mémorial en commémoration des Juifs, tués dans des conditions abominables. Je sais que le darwinisme ne mène pas automatiquement au nazisme. Si le darwinisme a pu inspirer et justifier de tels événements horribles dans le passé, se pourrait-il qu'il soit utilisé rationnellement pour des choses similaires de nos jours? Il y a une bonne expression allemande qui dit « ça commence toujours de la même manière ». Aux USA, ça devient la discussion sur l'euthanasie et l'avortement. Ça commence toujours pareil. Il y aura toujours une excellente excuse de se débarrasser des gens inutiles, en les tuant. En tout cas, aux yeux de ceux qui avanceront l'argument, ce sera tout à fait évident. Il y a une histoire d'amour avec ça, l'euthanasie et ces mouvements qui avancent, et que je trouve effrayant. L'idée est de débarrasser immédiatement la société de toute personne qui pourrait être un frein. Les personnes qui n'apportent rien, économiquement parlant. Et la théorie de Darwin rentre bien dans ce contexte. C'est une façon de dévaluer la vie humaine. Si l'on pense sérieusement que l'évolution et la transition des formes de vie, et que la vie et la mort sont juste des processus naturels, alors on devient libéral sur les questions d'avortement et l'euthanasie. Tout ce genre d'idées paraît normal, d'un point de vue darwinien.
une désacralisation de l'être humain, pour faire plus simple. Je pense que les gens qui défendent le darwinisme doivent prendre très au sérieux ces points de vue. Nous voyons une élite. C'est une élite qui contrôle essentiellement toutes les ressources financières des sciences. Ces élites vous disent que la morale n'existe pas. Ils vous interdisent de lier la science à la religion. C'est l'essentiel de la politique officielle de l'Académie nationale des sciences. Ils vous obligent donc de ne jamais lier la science à la religion. Enfin, ce sujet est clos. Qu'est-ce qui va se passer s'il n'y a pas de réaction ? Pour l'instant, on ne fait qu'observer ce qui se passe. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Alors, je suis allé sur le lieu où ces idées ont vu le jour. Évolution de la race humaine à partir des singes. L'antiquité de l'homme. Le surnaturel dans la nature. La religion du surnaturel. La nouvelle vérité et l'ancienne croyance. Le capital. L'évolution de l'homme. Dans le monde sauvage, les faibles d'esprit et de corps sont vite éliminés. Nous, les hommes civilisés, d'un autre côté, nous faisons de notre mieux pour contrôler ces processus d'élimination. Nous bâtissons un asile pour les fous, les estropiés et les malades. C'est comme ça que les membres de nos sociétés civilisées propagent leurs gènes. Celui qui a déjà participé à la sélection d'animaux domestiques pour la reproduction comprend que cela peut s'avérer hautement préjudiciable pour la race humaine. Personne n'est assez ignorant au point de laisser les mauvais animaux se reproduire. Charles Darwin. La filiation de l'homme. 1871. L'homme, est-il un singe ou un ange? La maison de Darwin. Notre place dans l'évolution. Pendant la guerre froide, en Allemagne, il y avait ce mur érigé, pour garder les idées protégées. Il a été érigé par des gens qui avaient une idéologie, et qui étaient effrayés par la compétition d'autres idées, qui risquaient de venir se mélanger à ceux de leur société. Et ce que nous constatons aujourd'hui dans la science, est très semblable à ce mur. Il s'agit d'une stratégie, pour protéger une idéologie en échec face aux défis de la compétition. L'Amérique ne fait plus figure de grande nation, en s'opposant aux idées. Elle a pourtant évolué, grâce à l'autorisation de la liberté d'expression, et celle de se questionner. Thomas Jefferson avait raison de dire « Nous détenons ces vérités, comme évidentes, selon lesquelles tous les hommes sont créés égaux, et que ceci leur a été donné par leur Créateur, comme un droit éternel. »
comme le sont la vie, la liberté et la recherche du bonheur. Des centaines de milliers d'Américains ont donné leur vie pour protéger ces valeurs. Malheureusement, ces valeurs sont menacées de nos jours. Il n'y a pas que les scientifiques qui sont renvoyés. C'est la liberté elle-même. Le rêve américain et son fondement. Le fondement même de l'Amérique. Si nous autorisons à ce que la liberté soit expulsée de la science, où cela va-t-il nous mener? L'établissement du darwinisme est tellement colossal et tellement retranché qu'il paraît impénétrable. Je ne pourrai jamais le faire tomber tout seul. Mais je pourrais au moins aller voir ceux qui ont expulsé ces scientifiques. Que diriez-vous à Eugenie Scott si elle était là? Je lui demanderai par quelle autorité elle et ses semblables se permettent de déclarer ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas. Il s'était autoproclamé martyr du jour. Il en a déjà eu beaucoup, le pauvre petit Rick Sternberg. On a essayé de voir avec les dirigeants du Smithsonian, mais je crois que c'est peine perdue. Nous sommes allés au Smithsonian pour voir des responsables. Mais c'est face à une porte close qu'on s'est retrouvés, comme pour le député Sunder. Il a dit, quoi qu'il en soit, on doit vous expulser. Et c'est ainsi que j'ai perdu mon boulot. On a réussi à avoir un entretien avec le porte-parole de l'université George Mason. Son contrat n'a pas été renouvelé. C'est comme ça. Et c'est tout. Le fait que son contrat n'a pas été renouvelé n'a rien à voir avec la controverse de ce sujet du dessin intelligent. Je n'ai jamais été traité de la sorte en 30 ans d'université. À l'université de Baylor, on a eu droit à la même réception, hostile. Ils refusent de reconnaître que l'expulsion du Dr Marks est liée à ses idées scientifiques. Ça n'a rien à voir avec le dessin intelligent. Ce sujet n'a pas été évoqué. C'était un problème de procédure. Et c'est comme ça qu'on décide. C'est rigolo, parce que ce n'est pas ce que Ben Kelly pense du Dr Marks. Interview Évolution et Intelligence Design. Fermez son site immédiatement. Je ne mélange pas ma religion avec la science. Les questions que je pose dans mon travail sur le dessin intelligent sont des questions scientifiques parfaitement légitimes. Au moins, certains des gros bonnets responsables voulaient arrêter ces actions. Ce que nous voulons arrêter, c'est l'utilisation du nom de l'université, Iowa State, pour valider le dessin intelligent. Et nous avons réussi. J'ai beaucoup de sympathie pour Guillermo. C'est un chic type. Mais voilà, il aurait dû nous laisser seuls. C'est mon avis. Le docteur Oatman a élaboré plus en avant ses grandes considérations à l'égard de Gonzalez. Dans un de vos emails adressés à Monsieur Avalos, vous dites « Parfois, il vaut mieux ignorer les idiots ». C'est en référence à Guillermo. Et ensuite vous dites « L'aspect religieux de l'affaire doit être mis en avant à chaque opportunité ». Parce que dans cette affaire, je pense plus à la création. C'est comme qui dirait, Dieu a mis tous les animaux dans une arche, et puis voilà. C'est de là que viennent tous les animaux aujourd'hui. C'est de la folie. Vous ne devriez même pas insulter les enfants avec ce genre de truc. Ce sont eux les idiots. Ils ont toujours été là. Courir après les responsables de ces affaires ne mène nulle part. Alors, j'ai rencontré le docteur Berlinski et Schroeder pour leur demander un conseil. Il y a une frontière à ce que la science est prête à accepter actuellement. Je crois que ça correspond à ce mur qui tombe. Est-ce que les Berlinois souhaiteraient voir le mur tomber ? Voire si possible, de faire une brèche dans le mur, qui permettrait aux universitaires de poser ces questions fondamentales. Et que ces questions seront permises, même pendant les cours de sciences. Ce serait bien si l'établissement scientifique perdait un peu de son prestige et de son pouvoir. Ça laisserait place à d'autres questions plus ouvertes. Surtout, permettre à un réel esprit d'autocritique de pénétrer les sciences. Que dois-je faire pour démolir ce mur? Il n'y a rien à faire?
porter à la connaissance du monde entier que cette guerre existe. Beaucoup de personnes parlent de liberté universitaire. Tant que vous êtes du bon côté du mur, il y a une liberté universitaire. Mais si vous êtes du mauvais côté, vous perdez votre titularisation. J'ai donc pris en estime les conseils du docteur Schroeder. Évidemment, je ne pouvais pas faire tomber le mur tout seul. Mais je pouvais confronter l'un de ces architectes modernes. Bonjour, professeur Dawkins. Je suis Ben Stein. Désolé de vous avoir fait attendre. Ça va? Bien. Merci. Vous avez écrit que Dieu n'est qu'une invention de gens fous qui se font des illusions. Non, pas tout à fait. J'ai dit des choses mieux que ça. Vraiment? Dites-moi. Je dois lire dans le livre. Je vous en prie. Attention, les termes prononcés à l'encontre de Dieu par ce sataniste franc-maçon sont tellement immondes, haineux des plus nauséabonds, qu'il nous est pas possible de les répéter en français. En bref, ce sataniste a craché une merde de mots, à faire tomber KO tous les dictionnaires du monde. Merci de votre compréhension. C'est ce que vous pensez de Dieu? Oui. Et que pensez de ceux qui croient en un Dieu d'un amour et d'une gentillesse infinie, de pardon, de générosité, un peu comme le Dieu moderne? Alors, pourquoi vouloir blesser ces gens-là? Pourquoi ne pas les laisser avoir ce qu'ils souhaitent? Non, je ne veux toucher quiconque avec quoi que ce soit. J'ai écrit un livre que les gens peuvent lire s'ils le désirent. Je crois que c'est une chose libératrice que de se libérer des superstitions primitives. Vous pensez donc que le fait de dire qu'il n'y a aucun Dieu libère les gens? Quand les gens laissent tomber Dieu, ils ressentiront un grand sentiment de relâchement et de liberté. Donc, d'après vous, la religion est une superstition primitive? Oh oui, ça l'est. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Quels sont vos doutes en tant que scientifique? Dawkins avait l'air tellement convaincu de l'inexistence de Dieu. Je lui ai demandé alors s'il pouvait me donner un pourcentage sur sa certitude. Eh bien, c'est dur de donner un chiffre, mais je dirais que je suis sûr à 99%. Pourquoi 99 et pas 97? Attendez, vous me demandez de chiffrer? Je ne suis pas à l'aise pour chiffrer ce nombre. Je pense juste que c'est de cet ordre. Mais vous ne pouvez pas chiffrer. Non, bien sûr. Donc, ça pourrait être 49%. Je pense que c'est plus ou moins, mais c'est loin de 50%. Comment vous le savez? Je ne sais pas. Je donne un argument dans mon livre. Alors, qui a créé les cieux et la terre? Pourquoi utiliser le mot qui? Vous sous-estimez la question immédiatement avec le mot qui. Mais il y a bien quelqu'un qui l'a créé? Eh bien, c'est des processus très lents. Mais comment ça a commencé? Personne ne sait comment ça a commencé. Nous avons une idée du type d'événement qui a dû se produire. Nous savons quelle sorte d'événement il a fallu pour le commencement de la vie. Et c'était quoi? L'origine de la première molécule s'auto-répliquant. Et comment ça s'est passé? Je vous ai dit, nous ne savons pas. Vous n'avez donc aucune idée sur l'origine de la vie? Non. Et personne ne sait. Personne ne sait. Alors, que pensez-vous de la possibilité d'un dessin intelligent qui pourrait apporter la réponse à certains problèmes en génétique ou en évolution? Ça pourrait se passer de la façon suivante. Il y a très longtemps, quelque part dans l'univers, une civilisation aurait évolué d'une façon darwinienne,
probablement à un niveau très élevé de technologie, grâce à laquelle ils auraient créé une forme de vie, et qu'ils auraient ensuite semé sur cette planète. Peut-être que c'est une possibilité intrigante. Et je suppose que vous trouveriez des preuves à ça. Si vous regardez à l'échelle de la cellule, vous devriez trouver, dans la chimie de la biologie moléculaire, une signature d'un designer. Attendez une seconde. Vous êtes en train de dire qu'un dessin intelligent serait envisageable? Et ce designer, se trouvant quelque part dans l'univers, serait d'une très haute intelligence. Mais cette intelligence, elle-même, doit son existence à un processus explicable en dernier recours. Ça ne peut pas exister spontanément. C'est à soulager. Donc, le professeur Dawkins n'est pas contre le dessin intelligent. Il est juste contre certains types de designers. Comme contre Dieu. Le Dieu hébreu. Le Dieu de l'Ancien Testament. Il n'existe pas selon vous? C'est certain. C'est une perspective déplaisante. Et la nouvelle version sainte du Nouveau Testament? Elle n'existe pas non plus? Non. Rien de tout ça. Croyez-vous au Dieu hindou? Comme Vishnu? Quelle question? Bien sûr que non. Comment le pourrais-je, puisque je ne crois pas aux autres? Et le Dieu des musulmans? Non, mais pourquoi poser ces questions? Oh, je voulais juste m'assurer. Finalement, vous ne croyez à aucun Dieu? Nulle part? Oui, aucun Dieu. Nulle part. Ce serait complètement incompatible avec ce que je viens de dire avant. Je prends note. Je voulais juste savoir si vous ne croyez pas à un quelconque Dieu. Eh bien non. Imaginez qu'après votre mort, vous arrivez devant Dieu, et qu'il vous dise, « Regarde ce que tu as fait. J'ai essayé d'être gentil avec toi, je t'ai fait gagner plusieurs millions de dollars avec un livre. Et regarde ce que tu as fait ?» Bertrand Russell avait dit quelque chose là-dessus, dans le genre, « Seigneur, pourquoi vous êtes-vous donné tant de mal à vous cacher ?» Si le dessin intelligent a raison, Dieu ne se cache pas. On peut même découvrir Dieu à travers la science, si nous avons la liberté de nous le permettre. Qu'est-ce qui pourrait être plus intriguant que cela? Nous considérons la liberté comme garantie aux États-Unis. Il ne s'agit que de liberté dans ce pays. Et l'une des plus importantes des libertés est celle d'enquêter, d'étudier. Malheureusement, je suis désolé de dire que la liberté d'enquêter en sciences a été supprimée. Derrière moi, il y a un mur qui encercle le secteur libre de cette ville, faisant partie d'un vaste système de barrières. Il y a des personnes qui veulent enchaîner la science dans une petite boîte. Une boîte qu'aucun pouvoir, aussi puissant soit-il, ne peut la toucher. Telles ces barrières, découpant l'Allemagne en deux, avec un réseau de barbelés, de béton, de chiens de garde et de miradors. Si vous croyez en Dieu, et que vous croyez qu'il y a un ordre fondamental dans l'univers, et que vous croyez que c'est le rôle de la science, d'essayer d'étudier et comprendre cet ordre, vous serez ostracisé, jugé et banni, en langage courant. J'ai peur de ça, mais je ne vais pas les laisser m'empêcher d'enquêter et de parler. Le monde ne peut pas se passer de la liberté. Ce que je demande, c'est la liberté de suivre l'épreuve, quel que soit l'endroit où elle mène. Mon souhait, c'est qu'il puisse y avoir assez de pensées scientifiques indépendantes, et qu'on ne me force pas à suivre la pensée unique scientifique. Les gens des deux côtés doivent écouter tous les arguments. Les deux doivent s'écouter, se parler, et se préparer. Et par-dessus tout, avoir la sagesse de garder ce dialogue ouvert. On devrait autoriser tout bon chercheur à devenir un très bon scientifique. Actuellement, ils ne sont pas autorisés à l'être. Je me fiche de l'issue de tout ça. Je me fiche si ça va finir en religion ou en créationnisme. S'ils avaient pensé à ces problèmes avant, on n'en serait pas là. Je crois que nous allons gagner dans cette lutte, parce que la vérité va s'ériger à nouveau. Chercher ce qui est vrai est déjà un grand pas en soi. Et s'il y a des conséquences, bénéfiques en plus, eh bien tant mieux. Parce que, aucun mensonge ne peut vivre éternellement. Je crois que la science apporte une perspective au monde. Et la religion apporte une autre perspective. Et les deux ensemble apportent une vision plus profonde et plus vraie. Et si nous nous levons pour la liberté est la victoire. Si nous faisons tout ça, nous y parviendrons.
J'ai déjà fait un premier pas en parlant de ce problème. Nous devrons tous faire notre part du boulot si le monde venait à s'écrouler. Certains d'entre vous vont payer le prix fort pour avoir parlé. Vous pourrez même perdre votre emploi. Et vous allez recevoir des emails pleins de haine. Je vous le garantis. Mais si vous ne voulez pas vous impliquer, y a-t-il quelqu'un d'autre pour mener la bataille? Personne?